et dans d'autres régions du Pakistan. Et par-dessus tout, ce sont des gens brillants, des esprits courageux, prêts à relever tous les défis. Ils affirmaient que cela était impossible. Ils disaient que l'Afrique était trop fragmentée, trop dépendante, trop brisée pour jamais imposer ses propres règles sur la scène mondiale. Ils annonçaient que nos richesses quitteraient toujours notre terre pour revenir sous forme de produits coûteux, que nous resterions éternellement la mine du monde, le grenier de la planète, la réserve des matières premières à bas prix. Pourtant, par un après-midi brûlant à Ouagadougou, sous le ciel rouge et doré du Sahel, un homme franchit le seuil d'une salle et brisa ce scénario en 1000 morceaux, le capitaine Ibrahim. Ce militaire que l'on ne pouvait corrompre, ce chef que l'on ne pouvait intimider, s'assit face à la délégation pakistanaise non pas comme un quémandeur, ni comme un subalterne du tiers-monde, mais en égal. Les flashs des appareils photo éclairaient la pièce, les stylos attendaient au-dessus des pages. Et d'un seul paraphe, l'histoire bascula. Ce n'était pas un énième prêt du Fonds monétaire international, dissimulant ses chaînes sous le masque de l'aide. Ce n'était pas une transaction obscure, envoyant notre or grossir les coffres de l'étranger, tandis que nos enfants souffraient de la faim. Non, il s'agissait d'un échange entre partenaires égaux. L'or, l'uranium, le coton et les minerais du Burkina Faso contre les usines, les technologies et l'énergie du Pakistan. Sans intermédiaires, sans gardiens occidentaux, sans la moindre empreinte coloniale sur les contrats. Imaginez-le, le coton du Burkina Faso, non plus expédié en balles brutes, mais transformé en tissus et vêtements dans nos propres ateliers. Notre uranium, plus jamais détourné au profit de programmes militaires étrangers, mais servant à alimenter l'énergie propre de nos villes et à soigner dans nos hôpitaux. Notre or, non plus troqué contre quelques pièces, mais échangé contre les machines qui feront vivre nos fermes, renforceront nos routes et feront tourner nos industries. Pour la toute première fois dans l'histoire contemporaine, une petite nation d'Afrique de l'Ouest a contourné les verrous économiques de Paris, de Londres et de Washington pour conclure un accord d'1 milliard de dollars selon ses propres conditions. Et le monde s'alarme, car ce n'est pas simplement une signature, c'est une fissure ouverte dans le mur de l'exploitation mondiale. C'est une fusée tirée dans la nuit qui annonce à chaque pays africain « C'est possible, vous n'avez pas à vous agenouiller ». Les médias occidentaux affûtent déjà leurs plumes. Dans les tours de verre, des économistes parlent d'imprudence. Les puissances d'hier murmurent déjà de sanctions, de représailles diplomatiques. Mais dans les rues de Ouagadougou, il n'y a que de la musique, de la fierté, les voix d'un peuple qui comprend que, pour la première fois depuis bien longtemps, il joue enfin une partie qu'il peut gagner. Au début de notre journal de ce soir, il faut le comprendre, il ne s'agit pas uniquement du Burkina Faso. Ce message s'adresse à toute l'Afrique, au Sud global, à la planète entière. L'ère de la soumission touche à sa fin, l'ère de l'échange équitable commence maintenant. Accrochez-vous bien. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple reportage, c'est la matrice d'une révolution. La violence, les discours de haine ou toute forme de discrimination n'ont pas leur place ici. Notre mission est d'informer, jamais d'attiser les tensions. Merci de votre présence. Restons vigilants et informés, ensemble. Bonsoir à toi, Afrique. Bonsoir à chaque foyer, chaque rue, chaque marché, chaque champ, chaque recoin de notre continent bien-aimé où bat le cœur invincible de notre peuple bien-aimé. Ce soir, nous vous racontons une histoire qui traversera les générations. Un récit qui vivra dans les écoles, autour des feux de village, dans les mairies et s'inscrira dans les annales. Le capitaine Ibrahim Trohar, ce jeune dirigeant qui a déjà ébranlé les fondations de l'ancien ordre colonial, vient de parapher un accord d'échange de ressources d'1 milliard de dollars avec le Pakistan. Et ce n'est pas une convention ordinaire. Ce pacte n'est pas né du désespoir, mais de la force. Ce n'est ni de la charité, ni de l'aide extérieure. C'est un partenariat entre égaux, porteurs du pouvoir de transformer à jamais le Burkina Faso. Pendant des siècles, l'Afrique a été prisonnière d'un cycle cruel. Ses matières premières partent en abondance, or, uranium, coton, cacao, pétrole, tandis que les produits finis reviennent à des prix pensés pour vider nos coffres et perpétuer notre dépendance. Cet accord représente une remise en question frontale de ce cycle. Il redéfinit les règles du jeu. Il substitue l'exploitation par la réciprocité, la dépendance par la dignité. Grâce à cette entente historique, le Burkina Faso s'engage à fournir au Pakistan ses ressources les plus précieuses,
de l'or d'une pureté inégalée, de l'uranium extrait de ces mines réputées, du manganèse hautement concentré, ainsi que le coton le plus raffiné de toute l'Afrique de l'Ouest. En échange, le Pakistan apportera des technologies de pointe, construira des usines sur le sol burkinabé et offrira son expertise dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la défense et de la transformation industrielle. Il ne s'agit pas d'une simple transaction commerciale, ni d'une expédition supplémentaire de matières brutes destinée à être valorisée ailleurs. Il s'agit d'un échange équitable, puissance contre puissance, ressources contre machines, minerais contre infrastructures, coton contre filature, uranium contre technologie médicale et énergétique. Cet accord contourne les réseaux commerciaux dominés par l'Occident, écarte l'influence du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans la définition des conditions, et place le Burkina Faso en position de négociation directe et souveraine avec une autre nation en développement qui connaît intimement les blessures de la domination extérieure. Lorsque Choré se tint à la table de signature, à Ouagadougou, aux côtés de la délégation pakistanaise, il s'exprima avec le calme assuré d'un homme convaincu d'avoir l'histoire de son côté. « Nous ne céderons plus notre or pour quelques pièces, déclara-t-il. Nous échangerons notre richesse contre les moyens d'en créer davantage. Nous transformerons nos ressources en usines, nos minerais en énergie, et notre coton en vêtements pour nos enfants. Nous ne serons plus seulement des mineurs et des cultivateurs. Nous deviendrons des fabricants, des innovateurs, des exportateurs de produits finis. » Ces paroles ont donné le ton à la suite des événements. Concrètement, l'accord prévoit la construction de 3 complexes industriels majeurs dans les 18 premiers mois. À Ouagadougou, un immense site produira du matériel agricole, tracteurs, pompes d'irrigation, moissonneuses, tous conçus pour le climat et les sols ouest-africains. À Bobo-Dioulasso, une usine textile ultramoderne transformera le coton national en tissus et vêtements, réduisant la nécessité d'importations coûteuses et offrant des milliers d'emplois aux femmes et aux jeunes. À l'est, près de Fadangorma, une usine conjointe de véhicules de défense et de transport fabriquera des blindés, des camions et d'autres systèmes pour le marché intérieur et le commerce régional. Mais ce n'est qu'un commencement. Le Pakistan s'engage également à construire une centrale solaire de 200 MW qui alimentera directement le réseau national, assurant un approvisionnement fiable en électricité pour des milliers de foyers et d'entreprises. En contrepartie, le Burkina Faso fournira de l'uranium dans des conditions de sécurité strictement contrôlées, pour des usages exclusivement pacifiques tels que la médecine nucléaire et la production d'énergie propre. Pour la première fois, notre uranium ne disparaîtra pas dans des programmes militaires étrangers. Il apportera lumière et soin à notre propre continent. Les économistes ont déjà entamé le calcul des bénéfices à long terme. La seule valeur des usines dépassera largement le prix initial d'1 milliard de dollars en moins de 5 ans. Une fois en activité, ces installations réduiront la facture d'importation du Burkina Faso de plusieurs centaines de millions chaque année, tout en générant de nouveaux revenus grâce à l'exportation de produits finis vendus à travers l'Afrique et au-delà. Le potentiel en matière d'emploi est immense. Les estimations évoquent plus de 50 000 emplois directs et indirects créés au cours des 3 premières années. Pourtant, au-delà des chiffres, se dessine quelque chose de bien plus profond. Un véritable basculement psychologique. Pendant des générations, les enfants burkinabés ont grandi avec l'idée que l'Afrique devait mendier pour survivre. Cet accord renverse la perspective. Il affirme que leur pays possède ce que le monde désire et qu'il peut commercer selon ses propres conditions. Il enseigne que l'or sous nos pieds peut financer des écoles, que le coton de nos champs peut habiller notre peuple, et que l'uranium de nos mines peut illuminer nos cités. Qu'on ne s'y trompe pas, les regards du monde entier sont déjà tournés vers nous. À Paris, à Londres et à Washington, les experts en politique s'affairent pour saisir la portée de cette nouvelle. Pendant des décennies, l'Occident s'est appuyé sur la division du continent africain afin de maintenir son influence. Or, voici qu'un pays d'Afrique de l'Ouest conclut un accord commercial audacieux et souverain avec un partenaire non occidental, contournant les circuits habituels et refusant de se plier aux anciennes règles. Les capitales occidentales redoutent non seulement la perte d'accès aux ressources du Burkina Faso, mais surtout l'exemple donné. Si un petit État enclavé ose ce pas, qu'est-ce qui pourrait empêcher d'autres de lui emboîter le pas? Déjà, au Mali, au Niger et en Guinée, des murmures circulent à propos de projets similaires d'échanges compensés avec des partenaires asiatiques. Les dirigeants de ces pays reconnaissent les signes du temps.
L'avenir de l'Afrique réside dans la rupture avec le schéma traditionnel d'échange de matières premières contre devises, pour évoluer vers des partenariats fondés sur la réciprocité de la valeur. Bien entendu, des résistances surgiront. Le scénario est connu, campagne de diffamation contre les dirigeants africains dans la presse internationale, sanctions économiques déguisées sous le masque de la défense de la démocratie, ou encore pression diplomatique pour faire revenir le pays sur des choix jugés téméraires. Mais Traoré avait prévu tout cela. Lorsqu'il s'est adressé à la nation après la signature de l'accord, il a prévenu « On vous dira que nous commettons une faute, que nous nous isolons. Pourtant, se couper de l'exploitation n'est pas une malédiction, c'est une chance. Qu'ils gardent leurs faux amis. Nous préserverons notre dignité. » Cette dignité, c'est l'essence même de l'instant. Dans les marchés de Ouagadougou, les vendeuses de mangues et de tomates évoquent l'espoir de voir leurs enfants travailler un jour dans les usines issues de cet accord. Dans les villages, les cultivateurs rêvent d'utiliser des tracteurs fabriqués localement, sans attendre des mois des pièces importées. Dans les universités, la jeunesse imagine un avenir où ces diplômes d'ingénieurs serviront à bâtir le pays et non plus seulement à s'expatrier. Le Pakistan, de son côté, obtient l'accès à des ressources précieuses et fiables sans les conditions politiques souvent imposées par les sociétés minières sous contrôle occidental. Il consolide son statut de pôle industriel et renforce ses liens avec l'Afrique à une époque où les alliances mondiales se redéfinissent à grande vitesse. Ce n'est nullement de la charité de la part du Pakistan, mais bien une alliance stratégique dont chaque partie tire profit. L'histoire moderne offre peu d'exemples d'échanges aussi équilibrés entre nations africaines et asiatiques. Pourtant, chaque fois qu'ils ont eu lieu, ils ont transformé des régions entières. Dans les années 60, le Ghana et la Chine avaient tissé des accords de troc qui ont jeté les bases d'un développement durable des infrastructures. Pendant les années 70, la Libye échangeait son pétrole contre le savoir-faire en construction sud-coréen, contribuant à métamorphoser Tripoli en métropole contemporaine. Aujourd'hui, le Burkina Faso rédige un nouveau chapitre de cette tradition, susceptible d'inspirer une vague de coopération sud-sud pour les décennies à venir. Lorsque le soleil s'est couché sur Ouagadougou, le soir de l'annonce, des milliers de personnes se sont réunies au centre-ville. Des tambours ont résonné, entonnant des airs oubliés depuis des décennies, ressuscités à l'occasion de cette fierté nationale. Des enfants brandissaient de petits drapeaux du Burkina Faso et du Pakistan, image vivante d'une amitié défiant les frontières héritées de la colonisation. Sur un grand écran, le discours de Traoré passait en boucle. Nous ne serons plus les pourvoyeurs de la richesse du monde tout en consommant ses restes. Nous bâtirons, nous produirons, nous prospérerons. Ainsi, le monde entier a reçu le message. Le Burkina Faso trace désormais sa propre voie, non par simple esprit de contradiction, mais parce que l'ère de la soumission est révolue. Cet échange de ressources d'1 milliard de dollars incarne bien plus qu'un contrat économique. Il représente une affirmation d'indépendance pour le XXIe siècle. Ce soir, tandis que nous concluons cette édition, rappelons à nos téléspectateurs que l'histoire s'écrit non seulement par des événements majeurs, mais aussi grâce au courage de les imaginer. Ibrahim Traoré a rêvé d'un Burkina Faso commerçant d'égal à égal avec le monde. Puis, il a concrétisé cette vision. La route sera semée d'embûches, et les adversaires du progrès seront nombreux. Cependant, cet accord illustre bien que l'avenir sourit à celles et ceux qui refusent qu'on leur impose leur position, préférant la façonner eux-mêmes avec détermination. Le Burkina Faso vient de faire entendre sa voix. L'Afrique prête attention et le reste du monde ne pourra qu'écouter. Tandis que les réactions affluent de toutes parts du continent, une évidence se dégage. L'Afrique réclame le respect, la souveraineté et des comptes clairs. S'agit-il simplement d'une maladresse diplomatique ou bien assistons-nous à un signe tangible d'un bouleversement des alliances mondiales? Nous suivrons cette évolution avec la plus grande attention.